Les tractations diplomatiques s'intensifient pour sortir l'Ukraine de la crise, alors qu'à Bruxelles, on prépare le sommet européen de demain. L'Elysée a reçu les chefs de la diplomatie américaine, russe, britannique et allemande. John Kerry a pressé tout à l'heure Moscou d'entamer des pourparlers directs avec l'Ukraine. On va y revenir dans ce journal. La réunion de nos jours s'est donc concentrée sur l'actualité ukrainienne. C'est pourtant la situation au Liban qui en était le principal enjeu. Le pays du Cèdre où l'on assiste à une série d'incidents liés à la crise syrienne. Michel Sleiman, reçu tout à l'heure par François Hollande, espère une assistance économique alors que son pays voit débarquer chaque mois 60 000 nouveaux réfugiés. Et puis après l'affaire Copé, un nouveau scandale provoque colère et stupéfaction à droite. Patrick Buisson, ancien conseiller de Nicolas Sarkozy, aurait enregistré à leur insu plusieurs conversations tenues à l'Elysée. Des extraits sont aujourd'hui rendus publics dans le Canard enchaîné, mais aussi sur Atlantico. Vous regardez France 24, bienvenue dans ce journal. Paris accueillait donc aujourd'hui le gratin de la diplomatie occidentale. Allemands, britanniques, russes et américains se sont assis tout à l'heure à une même table. Sergueï Lavrov et John Kerry, que vous apercevez ici, ont quitté tour à tour l'Elysée. Le chef de la diplomatie américaine s'est entretenu longuement avec son partenaire russe. L'occasion notamment d'appeler Moscou à entamer des discussions directes avec la partie ukrainienne. Il s'agissait du premier face-à-face du genre depuis les derniers événements en Crimée. Natalia Gallois. François Hollande les a réunis à l'Élysée ce mercredi. Les ministres des Affaires étrangères américains, anglais, allemands, russes et français. Objectif, tenter de désamorcer les tensions suscitées par la crise ukrainienne. John Kerry et Sergueï Lavrov ont même participé à un long entretien. Une première depuis le déploiement de troupes russes en Crimée dimanche. La rencontre s'annonçait tendue. Plus tôt dans la matinée, depuis l'Espagne, Lavrov donne le ton. Nous sommes convaincus que les problèmes en Ukraine viennent du manque de réaction de la communauté internationale. Elle n'a pas réussi à trouver une réponse concertée face aux manifestations contre le gouvernement ukrainien. Un mouvement qui violait sévèrement la loi ukrainienne. Et Sergueï Lavrov de minimiser à nouveau la crise en cours. Comme Vladimir Poutine mardi, il l'a réaffirmé, il n'y a pas de déploiement russe en Crimée. Des propos inacceptables pour le ministre des Affaires étrangères ukrainien, pourtant prêt à nouer le dialogue. Ce qui s'est passé en Ukraine, c'est une agression des Russes contre la Crimée. Mais maintenant, nous devons réfléchir à une porte de sortie, pas seulement pour l'Ukraine, mais aussi pour l'avenir de la Russie. Comment la Russie va s'en sortir avec ce qu'elle a fait à l'Ukraine? Nous sommes ouverts à toutes sortes de consultations. Même son de cloche du côté français, Laurent Fabius a affiché une priorité, le dialogue. Nous allons essayer, avec mes collègues, de faire en sorte qu'un dialogue puisse s'établir pour chercher des solutions à cette situation inacceptable. Nous ne sommes pas du tout sûrs de réussir, mais nous allons y consacrer toute notre énergie. L'Union européenne a menacé la Russie de sanctions si aucune désescalade n'est observée d'ici demain. Les chefs d'État et de gouvernement de l'UE doivent se réunir ce jeudi à Bruxelles pour un sommet extraordinaire sur la crise ukrainienne. En attendant, sur le terrain, des soldats russes occupent toujours les points stratégiques de Crimée. Vladimir Poutine a beau avoir démenti hier tout déploiement sur le sol ukrainien. Ces troupes seraient composées au total de 16 000 hommes. Des forces russes qui continuent, semble-t-il, à placer leurs pions. Nous retrouvons notre envoyé spécial Roméo Langlois. Bonjour Roméo, vous êtes notre envoyé spécial en Crimée. Vous vous trouvez à 1 heure de route de Simferopol. Les Russes auraient pris, selon Kiev, le contrôle partiel d'une base de lancement de missiles à Evpatoria. Pouvez-vous confirmer l'information ? Oui, absolument. Nous sommes donc avec Abdallah Malkawi au nord-ouest de Simferopol. Les Russes, semble-t-il, ont pris le contrôle de cette base. C'est une base stratégique particulièrement importante puisque c'est une base anti-aérienne. Il y a donc à l'intérieur des batteries de missiles sol-air. Depuis plusieurs jours, les Russes encerclaient cette base. Ils ont désormais investi la base. La situation à l'intérieur est particulièrement singulière. Dans la plupart des autres bases encerclées par les Russes, les soldats ukrainiens ont gardé leurs
leurs armes à l'intérieur de ces bases. Mais ici, à Yevpatoria, il y a les forces russes, les forces spéciales russes, qui sont armées jusqu'aux dents à l'intérieur de la base, alors que les soldats ukrainiens, eux, sont totalement désarmés, totalement penauds. Nous avons parlé avec l'un des chefs de la base, avec le numéro 2 de cette base antiaérienne. Il nous a confirmé d'abord qu'il s'agissait bien de troupes russes, particulièrement entraînées. Il a expliqué aussi que, selon eux, ils étaient arrivés avec les Russes à une sorte d'accord. Selon lui, les Russes et les Ukrainiens contrôleraient de concert les armes à l'intérieur de la base afin qu'elles ne se perdent pas dans la nature. Mais lorsqu'on voit qu'à l'intérieur de la base, ce sont bien les Russes qui commandent, eh bien, on sent que cet accord est en fait pour les soldats ukrainiens seulement une manière de sauver la face. D'ailleurs, toutes les personnes, tous les soldats ukrainiens avec lesquels nous avons parlé à l'intérieur de la base nous ont fait part de leur sentiment d'humiliation. Roméo, on a vu que la population de Crimée était globalement divisée quant à la présence de ces forces russes sur le terrain. C'est le cas aussi là où vous vous trouvez ? Oui, absolument. Alors, les habitants de Yevpatoria sont divisés à l'image de l'Ukraine, à l'image de la Crimée, car même si la Crimée est majoritairement pro-russe, eh bien, on sent que la population de Yevpatoria est divisée. Depuis plusieurs jours, se sont relayés devant la base de Yevpatoria des civils, certains qui brandissaient des drapeaux russes, qui affichaient leur soutien aux forces venues de Moscou, et d'autres qui, au contraire, étaient venus afficher leur soutien aux soldats ukrainiens. Ils leur amenaient à manger, ils exprimaient tout leur appui total aux forces ukrainiennes et ils exprimaient eux aussi ce sentiment d'humiliation ressenti par les soldats ukrainiens à l'intérieur de la base antiaérienne. Roméo Langlois en direct de Crimée. Merci beaucoup Roméo. Et puis, illustration de ces tensions persistantes entre les deux communautés. Ce dernier rebondissement qui a eu lieu cet après-midi à Donetsk, l'une des grandes villes de l'Est ukrainien. Le drapeau russe flotte à nouveau sur le siège administratif de la région. Ce matin, ce sont les partisans du nouveau régime qui avaient de nouveau réinstaller le drapeau ukrainien. L'autre grande question qui agite évidemment les esprits, c'est la question économique, la grave crise économique que traverse actuellement l'Ukraine. La Commission européenne s'est penchée tout à l'heure sur ce point. Les États-Unis avaient promis hier 1 milliard de dollars sous forme de prêt. L'Union européenne vient d'annoncer un prêt à son tour de 11 milliards d'euros dans les 2 prochaines années. Écoutez, José Manuel Barroso. Les différentes mesures que comprend cette aide pourraient s'élever à 11 milliards d'euros sur une période de 2 ans. C'est très ambitieux. Nous sommes prêts à l'appliquer, mais évidemment, nous attendons que l'Ukraine d'abord signe un accord avec le Fonds monétaire international. Le Premier ministre me l'a déjà assuré au téléphone. La signature est une condition pour que le programme d'assistance puisse être lancé. Karina Chabour, bonjour. 11 milliards d'euros sur 2 ans, c'est 10 fois plus que l'aide promise jusqu'ici par l'Europe. Cette question qui revient systématiquement, qui va payer? D'où vient cet argent? Oui, alors c'est vrai que déjà c'est beaucoup, 11 milliards d'euros pour un pays qui n'appartient pas à l'Union européenne. Ensuite, sur l'origine de l'argent, eh bien, la Commission parle d'une aide financée par le budget de l'Union européenne et des institutions financières européennes et de donner un premier détail incomplet où elle chiffre la contribution attendue notamment de la Banque européenne d'investissement et la Banque européenne pour la reconstruction et le développement. Bruxelles qui appelle aussi les États membres, les institutions financières et la communauté internationale à apporter leur contribution. Alors vous l'avez dit, les États-Unis mardi ont promis 1 milliard de dollars et puis aussi cette aide, on vient de l'entendre, est conditionnée à un accord avec le Fonds monétaire international dont les agents sont actuellement à Kiev, mais qui dit accord avec le FMI dit nécessairement réforme douloureuse que Kiev jusqu'ici n'a pas su mettre en œuvre. Cette aide sera-t-elle suffisante? On sait que Kiev a réclamé jusqu'ici beaucoup plus. Absolument. Et puis on sait aussi que Kiev sera bientôt à court de liquidités. Elle a réclamé 35 milliards de dollars sur 2 ans, soit 25 milliards et demi d'euros. Donc vous voyez qu'on est loin du compte. Et puis aussi, il ne faut pas oublier que c'est la Russie qui tient l'économie ukrainienne. Or, les banques russes ne prêtent plus. L'aide russe est gelée jusqu'à nouvel ordre. La Russie menace maintenant d'élever les tarifs gaziers,
les tarifs douaniers et aussi de réclamer les impayés à Kiev. Autrement dit, l'Ukraine risque très bientôt de se retrouver étranglée avant même que l'Union européenne ait pu sortir le carnet de chèques. Et puis 11 milliards d'euros, il faut bien avoir ça en tête, ça représente exactement les 15 milliards de dollars de l'aide russe. Donc difficile dans ce contexte de ne pas y voir un coup, un effet d'annonce à la veille de ce sommet européen extraordinaire sur la crise ukrainienne. Merci beaucoup Karina. J'ajoute avant de clore ce dossier qu'il y aurait par ailleurs des dizaines de blessés dans la ville de Donetsk où des militants pro-russes auraient donc repris le siège administratif. Le drapeau russe flotte à nouveau depuis cet après-midi au-dessus du bâtiment. L'Ukraine qui a donc occupé le gros des débats aujourd'hui à Paris. Cette réunion était censée pourtant se concentrer sur la situation au Liban et les répercussions de la crise syrienne. Michel Sleiman a été reçu par François Hollande. Ensemble, ils sont notamment revenus sur le soutien économique à apporter à Beyrouth en raison notamment de l'afflux massif de réfugiés. Écoutez. La gravité du problème des réfugiés constitue désormais un danger existentiel qui menace l'entité libanaise et sa prévention exige un engagement plus ferme dans les domaines suivants. Fournir un appui international direct au budget des ministères et administrations publiques, honorer tous les engagements financiers, œuvrer pour l'application plus exhaustive du principe de copartage des nombres de réfugiés de la part d'un plus grand nombre de pays. L'actualité à présent en bref et en images. Et tout d'abord cet incident sans précédent depuis la création du Conseil de coopération du Golfe. L'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis et Bahreïn ont rappelé leurs ambassadeurs à Doha. Ils accusent le Qatar d'ingérence dans leurs affaires intérieures. Cette décision intervient au lendemain d'une réunion sur le nouveau pouvoir en Égypte. Le Qatar s'est rangé ouvertement du côté des frères musulmans. Les 3 autres pays ont apporté un soutien massif au nouveau régime. Cette promesse faite à la Turquie, le Premier ministre Recep Tayyip Erdogan quittera la politique si son parti ne remporte pas les élections municipales. Un scrutin convoqué le 30 mars prochain. Recep Tayyip Erdogan qui apparaît sûr de lui. Selon lui, la cote de popularité de son parti n'aurait pas souffert du scandale de corruption qui agite pourtant les plus hautes sphères du régime. Et puis ce chiffre accablant, une femme sur 3 a subi en Europe une forme de violence physique ou sexuelle depuis l'âge de 15 ans. C'est ce qui ressort d'une enquête réalisée par l'Agence européenne des droits fondamentaux. Le rapport s'appuie sur le témoignage de 42 000 femmes dans les 28 pays de l'Union. Les taux de déclaration les plus élevés ont été relevés dans les pays d'Europe du Nord. Plus mauvais élève, le Danemark, suivi de la Finlande ou encore de la Suède. Une affaire exceptionnellement grave, des documents répugnants à gauche comme à droite. On commente aujourd'hui à tout va l'affaire des enregistrements clandestins réalisés par Patrick Buisson. L'ancien conseiller controversé de Nicolas Sarkozy aurait enregistré l'ancien président et d'autres personnalités à leur insu lors de réunions à l'Élysée. Des extraits viennent d'être rendus publics par Atlantico ou encore le Canard enchaîné. C'était l'endroit où toute la classe politique avait rendez-vous hier soir, toutes tendances confondues, le dîner annuel du CRIF. À la sortie, ils apprennent, pour la plupart de la bouche des journalistes, les agissements de Patrick Buisson, incrédules d'abord, puis choqués. Si c'est avéré, ce sont des pratiques détestables. Le moins qu'on puisse dire, c'est que ce sont des mœurs étranges. Je me souviens qu'Attali avait fait la même chose avec Mitterrand, je vous signale. C'est peut-être une habitude à l'Élysée. Ce matin, à droite comme à gauche, on rivalise d'adjectifs pour disqualifier de telles pratiques. Il y a de quoi tomber de sa chaise. Écouter quelqu'un à son insu, c'est d'une extrême violence. C'est quelque chose d'inacceptable sur le plan humain. Je suis atterrée par de telles pratiques. C'est une question de morale publique. Je ne peux pas m'amuser. Vous savez, je suis très très attachée aux institutions et au respect des institutions. Nicolas Sarkozy, le principal concerné, ne réagit pas, mais l'un de ses proches traduit sa pensée. À la fois la confiance a été trahie, mais c'est vraiment une trahison, et puis aussi que nous vivons tous cet événement comme une sorte de viol. Pour la porte-parole du gouvernement, pas question de minimiser. C'est quand même une affaire exceptionnellement grave. On parle d'écoutes qui ont été réalisées sur les plus hautes personnalités de l'État. J'imagine que les personnes concernées vont
porter plainte. En tout cas, elles ont toute légitimité à le faire. Si Nicolas Sarkozy ne dépose pas plainte, le Parti socialiste envisage de son côté de demander une commission d'enquête parlementaire. Et c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Vous restez avec nous. L'info